Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Il y a 3 signes qui disent que tu dois absolument changer de job. Premier signe, tu as le blues du dimanche soir. T'as mal au ventre le dimanche soir, t'as pas envie de commencer ta semaine. Deuxième signe, tu n'apprends plus rien. Tu as cette sensation de passer à côté de l'essentiel pour toi. Tu as l'impression de ne pas utiliser tes pleines capacités, d'être en dessous de ton potentiel. Troisième signe, quand on te pose la question « Et toi, le boulot, ça va ?» Tu évites la question. Tu sais plus quoi dire. Et changer de job, je voudrais vous dire que ça ne veut pas dire tout quitter. Alors oui, on présente plein de reconversions waouh dans ce podcast, mais on n'est pas obligé de tout plaquer. Il y a plein de curseurs différents. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as besoin d'être accompagné pour actionner le changement. Et c'est là que le programme Bilan de compétences Oser la reconversion, finançable par ton CPF, entre en jeu. Si tu t'es reconnu dans ces signes, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec un de nos coachs, c'est gratuit et sans engagement pour un premier coaching gratuit pour faire le point sur ta situation sur oserlareconversion.com/appel. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Caroline Buisson. Diplômée d'HEC, Caroline était chef de projet d'abord dans le conseil, puis dans une banque en Suisse pendant 10 ans avant de tout plaquer pour déménager en Bretagne et fonder Maison Figura, une marque d'art de vivre chez soi pour les particuliers et les hôtels et spas. Caroline Buisson était la bonne élève qui voulait faire plaisir à ses parents. Poussée par ses parents, elle fait une prépa HEC, réussit brillamment les concours d'entrée des écoles de commerce et rentre à HEC. Caroline travaillera pendant une dizaine d'années en tant que chef de projet en marketing, d'abord dans l'édition, puis dans le conseil et terminera sa carrière en banque en Suisse. Elle a longtemps mis sa créativité de côté avant qu'elle ne ressurgisse lorsqu'elle est devenue maman. Aujourd'hui, Caroline Buisson a fondé Maison Figura il y a 3 ans en même temps qu'elle a déménagé en Bretagne avec un bébé d'1 an. Oui, tout ça en même temps. Maison Figura, c'est une marque de mode et de décoration d'intérieur avec une vision globale de l'art de vivre intérieur. Ce sont donc des vêtements homeware et de la décoration, des coussins, des plaids. Surtout, Maison Figura est une marque made in France pour les particuliers et aussi pour les hôtels, spas, lieux de retraite avec des collections sur mesure. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire Virose, merci beaucoup pour cette invitation. Enchantée de cette conversation. Oui, je suis trop contente parce qu'on s'est rencontrés la semaine dernière à un dîner que tu as organisé avec des femmes entrepreneuses et j'ai adoré ton énergie, ta personnalité et je me suis dit, elle c'est sûr, elle est reconvertie. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je m'appelle Caroline Buisson, je suis la créatrice de Maison Figura. Donc Maison Figura, on va en parler juste après, mais c'est une marque d'art de vivre pour bien vivre chez soi. Donc une marque qui fait de la mode et de la décoration fabriquée en France. Et je fais tout ça depuis Lorient en Bretagne, où je me suis installée il y a maintenant 4 ans. Donc moi j'ai 38 ans, du coup Maison Figura, c'est pas mon premier job, comme tu l'as bien compris. Avant ça, j'étais pendant 10 ans dans d'autres fonctions et j'ai habité en France, en Suisse et au Portugal. Et du coup, c'est un nouveau départ qui s'est ouvert avec notre arrivée en Bretagne, où je me suis installée avec ma famille. Donc on est 4, j'ai 2 garçons de bientôt 7 et 5 ans et une chienne. Et donc mon mari aussi, qui est en également. Je n'ai pas compté la chienne dans le quota, mais tu l'as bien compris. On a notre 4 humains et des 4 pattes. Ah, trop mignon. Bon, moi aussi j'ai un chien que j'adore, alors je comprends. C'est bien de le préciser, je crois que tu es la première à avoir précisé que tu avais un chien. Tu verras, ça fait partie aussi du parcours de reconversion. Ok, ça va. Alors, toi, t'étais la bonne élève. Tu as commencé par prépa HEC, ensuite tu as intégré HEC à l'issue des concours, du coup. Oui, tout à fait. Donc, incroyable. Bon, moi, j'ai fait 1 an de prépa HEC. J'ai abandonné au bout d'1 an et après, je suis partie en droit parce que j'ai trouvé ça mais hyper dur. Donc, je t'avoue que je suis impressionnée que tu as intégré HEC à l'issue de prépa HEC. Parce que bon, il y a pas mal de personnes qui font HEC, mais il y a plusieurs voies d'intégration et à l'issue des concours, c'est la plus dure.
T'étais la bonne élève, on pourrait dire, la petite fille qui fait tout bien? Formatée, on va dire, en mode bonne élève, mais je dois t'avouer quelque chose, c'est que je me sentais pas du tout bonne élève. J'avais l'impression d'être, très créa, très brouillon, mais je pense avec quand même forcément de bonnes capacités parce que comme tu l'as dit, on n'arrive pas à intégrer HEC par hasard, c'est beaucoup de travail. Donc je dirais bonne élève dans le conditionnement, tu vois, familial, j'étais la fille devoir de vacances, quand tu ramènes pas des bonnes notes, c'est pourquoi tu as pas eu la meilleure note, tu vois? C'était pas, mes parents me soudoient avec des billets pour que j'ai des bonnes notes, quoi. C'était un peu: «Quoi? Tu te fais taper sur les doigts si tu as pas, la meilleure note», donc quand même assez, compétition aussi. J'ai fait beaucoup de sport en compétition, donc il y avait cette recherche d'excellence dans ma famille. Mais fondamentalement, je me suis jamais décrit comme une bonne élève. J'avais l'impression d'être, la plus éparpillée, la moins concentrée, la plus, créa de ma famille, en tout cas. Donc c'est toujours relatif, hein, la notion de bonne élève, mais au sein de ma famille, au sein de ma fratrie, c'était moi qui étais la plus tire au flanc, on va dire. Ouais, en fait, c'est parce que tu avais l'impression de te forcer, quoi. Enfin, tu faisais bien en apparence, mais toi, à l'intérieur, c'était dur pour toi, quoi, tu te forçais. Ouais, Rester assis sur une chaise, vraiment la rigueur, c'est pas du tout tu vas voir, on va en parler de mon parcours, je me suis suradaptée. ouais. Voilà, donc Ouais. par acculturation que par nature, que je suis une bonne élève, même si j'ai forcément des capacités parce qu'on fait rien sans rien, mais voilà. C'est pas comme ça que je me serais décrite, tu vois, spontanément. Ouais, c'est marrant que tu le dis parce que moi, c'est la même chose. Maintenant, je me dis: «Mais comment j'ai pu faire du droit? Comment j'ai pu être avocate? Comment j'ai pu passer des heures à étudier ça?» parce que moi, j'aime bien changer, changer beaucoup d'activités, j'aime pas rester toute la journée au bureau, j'adore rencontrer des gens, j'aime bien quand ça va vite, donc rien à voir avec le métier d'avocat. Toi, tu avais cette sensation aussi? Enfin, après coup, maintenant, tu te dis que c'était, totalement une autre vie? Ah oui, totalement une autre vie, mais encore une fois, je pense que c'est le propre de toutes les personnes qui se reconvertissent. Tu regardes en arrière dans le rétroviseur, tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?» Tu sais, c'est assez galvaudé, on dit, pour être à sa place. En fait, sur le coup, moi, j'avais pas le sentiment de pas être à ma place, c'est juste que ce que je savais faire, j'arrivais pas à l'utiliser dans mon quotidien. Après, je me suis réadaptée, tu vois? J'étais, encore une fois, la bonne élève, donc la bonne salariée, j'avais mes augmentations, mes promotions, j'étais bien notée, j'étais bien appréciée. Mais c'était plutôt au prix d'un énorme effort, d'un point de vue, et intellectuel et comportemental pour me conformer à ce qu'on attendait de moi. Mais fondamentalement, quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis: «Mais bon, bref, la banque, le conseil, toute la rigueur, je crois qu'il y a aucun moment, peut-être juste mon premier job dans lequel j'étais dans l'édition où je me sentais à ma place, mais aucun moment où j'étais vraiment, totalement, alignée avec qui je suis, quoi. Ouais. Et justement, c'est un exercice qu'on fait nous dans notre accompagnement, c'est la différence finalement entre tes zones d'excellence et tes zones de génie. Parce que les zones d'excellence, bah, toi, tu étais excellente, mais les zones de génie, c'est quand tu es, hyper forte dans ce que tu fais et qu'en plus ça te donne de l'énergie. Tu vois? C'est ça te coûte pas de l'énergie, ça te donne de l'énergie parce que c'est vraiment ton talent. Toi, ça se voit, hein, quand tu as animé, ce dîner entre entrepreneuses et puis quand tu parles de ta marque, ça se voit que c'est vraiment, ce qui t'anime. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents alors? Parce que tu dis qu'ils t'ont pas mal poussé, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Alors rien à voir avec, la mode, la décoration ou l'entrepreneuriat au sens large. Moi, j'ai, une maman qui est, mère au foyer, donc qui nous a élevés. Avant ça, elle travaillait en banque, mais dans la banque de détail. Elle était à la BNP et directrice d'agence. Donc si tu veux, un job, qu'elle a assez vite abandonné. Elle a travaillé 15 ans et puis après moi, je l'ai plutôt connue, toute ma vie comme étant maman au foyer. Donc très derrière nous, tu vois? Veiller notre bien-être, physique, mental, faire en sorte qu'on soit performant. Je crois que c'était ça le mot-clé dans notre enfance. C'était finalement la performance. On était poussés et accompagnés. Alors nous, on ne le subissait pas parce que finalement, je crois que toute la famille, on est 4 enfants, on était quand même assez performants par nature. Mais je me dis que pour un enfant qui serait pas rentré dans le moule, ça aurait été plutôt, difficile à suivre. Donc nous, c'était notre quotidien, on était poussés et on réagissait assez bien à ces curseurs-là. Et du côté de mon papa, donc ingénieur de formation et après il a eu des postes dans l'aéronautique, cadre dans l'aéronautique. Donc pas vraiment ambiance prise de risque, pas vraiment ambiance créativité assumée. En tout cas, ma maman est très créative, mais elle en a jamais fait son métier. C'était plutôt des passions, tu vois, peinture, voilà, des passions créatives, mais jamais combinaison de ta passion et ton métier et la créativité. Parce que mon papa, c'est sa passion, vraiment l'aéronautique, mais c'est vraiment la rigueur, la réflexion, tu vois? C'est pas le côté,
Ouais, de la mode et de la déco, voilà, c'est rien à voir. Oui, alors oui, donc rigolo parce que sur la fratrie de 4, on est 3 à s'être reconverties, les 3 filles. Alors on a ma grande sœur donc a travaillé pendant longtemps dans l'immobilier. Elle s'est reconvertie, elle est entrepreneur maintenant et elle accompagne les entrepreneurs, dans l'adoption de l'intelligence artificielle donc plutôt conseil aux entreprises pour les aider dans leur croissance, en adoptant l'IA et ma petite sœur, est pharmacienne de formation et elle s'est reconvertie, elle est artiste. Ah ouais! C'est elle, tu vois, qui a fait, ce joli, qui est derrière, que tu peux voir, en arrière-plan. Donc oui, 3 sur 4 quand même. Il y a quelque chose en vrai que ça nous a pas hyper bien réussi finalement a posteriori. Voilà. On n'a pas fait de crise d'ado. On n'a pas fait de crise d'ado, mais on a toutes fait notre crise, donc moi, tu vois, j'ai bientôt 40. C'est pas la crise de la quarantaine, parce que j'ai déjà lancé maintenant, il y a 4 ans, ça fait 4 ans que j'ai mon projet entrepreneurial, mais oui, c'est une crise de milieu de vie. Ouais, donc tu dis que tu t'es pas mal forcée. Tu avais cette sensation, voilà, que ça te coûtait tous les jours, en fait, et tu t'es cherchée justement parce que tu as fait édition, puis conseil, puis banque. Donc tu pas tout de suite fait le grand saut, tu t'es dit: «Faut d'abord que j'essaye de trouver, ma place», mais, Ça. en faisant des petits ajustements. Est-ce que tu peux nous Oui. raconter un petit peu comment tu as fait ces changements? Alors quand en fait, quand je parle de ma trajectoire professionnelle, jusqu'à il y a peu, je disais que j'étais en errance. Tu vois, le syndrome de la brebis égarée qui teste plein de trucs, qui se dit: «Mom, là, m'a l'air pas mal, là, m'a l'air pas mal». En fait, j'avoue que c'était pas du tout prémédité. Tu m'aurais dit il y a 10 ans: «Tu vas travailler dans l'édition, dans le conseil et dans la banque, en plus dans 3 pays différents», je t'aurais dit: pas pour moi et qu'en plus je deviendrai entrepreneur. Donc je crois que ce qui a guidé mon parcours, c'est plutôt des rencontres. En fait, j'étais, dans une posture où à la fin d'HEC, j'ai quand même fait la majeure entrepreneuriat. Donc je me suis formée à créer, reprendre ou céder des entreprises. La majeure entrepreneuriat, c'est pas que de la création, c'est aussi beaucoup de la reprise d'entreprise ou du développement d'entreprise. Et en fait, moi, j'étais terrorisée à l'idée d'entreprendre. Vraiment, j'avais pas du tout confiance en moi. Je me disais: «C'est pas fait pour moi». Donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis de me faire absorber dans une structure en création et d'être d'abord stagiaire, puis ensuite responsable du marketing de cette maison d'édition qui s'appelle, Kero, qui était ensuite rachetée par Hachette. Qu'est-ce qui te faisait peur dans l'entrepreneuriat? Bah, en fait, moi, j'avais pas confiance en moi, donc je me disais: «Mais t'imagines si je me plante? Je vais embarquer des gens avec moi, ça va vraiment être, terrible, en fait». En fait, je pensais tout de suite à l'échec. Comme j'avais été, dopée à la performance pendant mon enfance, mon adolescence, je me disais: «Peut-être que je vais échouer et ce sera la première fois de ma vie, je vais prendre une gamelle et en plus, je vais emmener des gens je vais les emmener au tapis avec moi». Donc j'étais terrorisée de ça et en plus, j'avais pas d'idée. Ce qui est le lot commun de tous les gens qui n'osent pas entreprendre, de penser que l'idée est un peu, le graal, alors qu'en fait, on peut aussi marcher et être entrepreneur et pivoter et trouver d'autres idées sur le chemin. Mais j'avais pas confiance en moi et j'avais pas d'idée et pour moi, ça faisait que, voilà, impossible de commencer dès le démarrage de ma vie active d'entreprendre, quoi. Donc voilà, donc plutôt des rencontres. Donc je me suis fait, absorber dans cette structure en création et c'était parfait pour moi. J'avais les coups des franches au niveau créativité parce que c'était un poste qui avait été créé en même temps que j'arrivais et en même temps, c'était financé. C'est-à-dire que j'avais un salaire, j'étais entourée de gens qui étaient, expérimentés donc c'était, tu vois, les ceinture bretelles, quoi. Je me sentais bien pour ça. Et puis après, bah, si tu veux, on peut dérouler le fil. Donc j'ai fait, 3 ans, en total, un peu moins de 3 ans, un stage, puis, en premier job et puis après j'avais la bougeotte, je voulais partir à l'étranger et donc on est parti avec celui qui est devenu mon mari en Suisse, faire une expérience qui finalement a duré 8 ans et là, en fait, j'ai pris non pas le premier job que j'ai trouvé, mais j'ai fait des candidatures, en fait, spontanées et là, je suis tombée sur Paul de La Rochefoucauld que je remercie de m'avoir fait confiance. Il m'a dit: «Bon, bah, c'est intéressant, on est une boîte d'ingénieurs, on fait du conseil, on fait de la transformation digitale, donc on aide les grands groupes à adopter des outils informatiques. Est-ce que tu peux venir nous aider? Tu serais quasiment la seule fille, on est 25, tu amènerais le profil commercial alors qu'on est tous ingénieurs. Tu veux venir?» J'ai dit: «Oui», quoi. Et donc j'ai fait ce premier saut dans l'inconnu et qui ensuite m'a amenée, à mon troisième job, parce que je me suis fait, débaucher ensuite, par la banque pour laquelle je travaillais au sein de cette structure de conseil et cette banque s'appelle Lombard-Odier. Je me suis, fait débaucher et j'ai fait la même chose ensuite à l'interne, pendant 4 ans dans la banque. Donc c'était quand même des structures assez entrepreneuriales, assez atypiques. C'était quand même assez créatif dans les groupes où tu étais, en fait?
Oui, alors le côté créatif était plutôt lié à la taille des structures et au contour de mes postes, mais fondamentalement, là où je me suis pris la première claque, c'est quand je suis arrivée dans le conseil. Dans le conseil, tu réinventes pas la roue. Tu as une méthode et tu appliques la méthode. Et donc moi, j'inventais des types de missions, j'inventais des manières de faire les missions et en fait, on me disait: «Tu n'es pas payé pour ça». Donc il fallait se conformer à la méthode et en fait, la variété, moi, qui m'épanouissait, c'était de voir plein de clients à la fois. Mais plus tu montes entre guillemets, les chaînes, au niveau hiérarchique, l'échelle hiérarchique, plus tu encadres de projets et moins tu es dans l'exécution. Donc tu es plus dans une logique de gestion de groupe de projets et de gestion de la relation client. Donc moi, ce qui me faisait marrer, c'était de faire les interviews clients, de rentrer dans le concret de la boîte. Donc chez mes clients, tu vois, j'ai bossé pour Hermès, Rolex, voilà beaucoup d'entreprises, de belles entreprises, des entreprises aussi, dans la santé, dans les télécommunications, dans l'énergie et en fait, à chaque fois, c'était des environnements différents. Donc moi, ce qui m'épanouissait, c'était comprendre le business et ensuite, mettre en place des méthodes pour les aider à transformer leur business avec les outils informatiques. Mais je pouvais pas m'empêcher de changer la méthode et à chaque fois on me disait: «Non, non, non, respecte la méthode, on a un processus, on a une méthode, qu'il faut suivre». Donc là, c'est en ce sens que j'aboutissais à la fin à une sensation d'épuisement, en fait, parce que je prenais de la hauteur, j'étais moins dans le métier, moins dans le concret, plus dans la supervision et puis, je pouvais pas avoir, les coups des franches au niveau créativité, donc ça ne me plaisait plus, au bout d'un moment. Ouais, en fait, on te disait presque de désinvestir quoi un petit peu, parce que toi tu t'investissais, tu avais envie de réinventer, de faire mieux et puis en fait tu devais, te limiter? Aussi, aussi. Alors tu as raison, en fait, c'était pas dit comme ça, c'était pas, «Ne vous surinvestissez pas», mais le conseil, ça a quelque chose de très particulier, c'est que tu es payé au temps passé et donc si tu passes plus de temps que ce que tu as, prévu, en fait, c'est du temps qui est entre guillemets, «pour ta pomme». Donc toi, en tant qu'individu, tu vas t'épuiser, mettre en place beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources qui ne vont pas être rémunérées. Donc on me disait: «Attention, en termes de temps passé, à ne pas déborder le temps que le client est prêt à payer». Et ça, c'était un vrai apprentissage pour pas, aller au burn-out parce que, finalement, moi, je mettais, au lieu d'être à 100 de qualité, je mettais 120 à chaque fois et donc du coup, on me demandait pas de me désinvestir dans l'absolu. On me disait juste: «Bah, produis l'effort qui est nécessaire et que le client a payé pour aboutir au résultat. Pas plus, pas moins» et ça, j'arrivais pas, tu vois? J'étais déjà dans ce mindset entrepreneur où tu te donnes à 100. C'est comme si c'était ma boîte à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est un apprentissage. Ça a été un mur que je me suis pris en me disant: «Mais attends, en fait, rétropédale, tu es pas obligé de faire 120-150 fais le 100 bon voilà, c'était pas un désinvestissement, on va dire, absolu, c'était plutôt en relatif par rapport à l'énergie que je mettais sur les projets, quoi. Mmh. Et alors donc tu as terminé en banque qui est finalement la Oui. structure la plus, sérieuse, conventionnelle. Ça a été la goutte de trop? Oui, alors encore une fois, je m'en suis pas rendu compte parce que je suis très caméléon, donc je me suis adaptée. Là où, ça me enfin, le la réalité m'a rattrapée, c'est que j'ai eu 2 grossesses pathologiques et en fait, à chaque fois, j'étais arrêtée au 1er trimestre, à la fin du 1er trimestre de grossesse. Donc j'ai passé, quasiment, bah, tu vois, 6 mois plus, les 4 mois de congé maternité, donc quasiment 10 mois fois 2 en dehors, de la sphère professionnelle. J'étais vraiment arrêtée et là, en fait, quand tu débranches la prise, chez moi, il y a un phénomène de prise de recul accélérée où autant à J-1 avant d'être arrêtée, j'étais au taquet, on va dire, ça me coûtait beaucoup d'énergie, mais j'étais quand même heureuse de ce que je faisais et à J+1, je me disais: «Mais en fait, mais qu'est-ce que je faisais là-dedans?» Et en fait, quand tu passes 10 mois à faire autre chose que ton métier, bah, tu as le temps de prendre du recul. Donc là, alors là, j'ai écrit des poésies, enfin, j'ai repris tous mes hobbies créatifs que j'avais quand j'étais enfant. J'ai écrit des livres, des petits livres pour enfants, j'ai fait du tricot, j'ai fait de la couture. En fait, je me suis mise à laisser, divaguer mon esprit et à être plus dans des passions, en fait, qui m'ont rattrapée. Alors évidemment, modulo ce que je pouvais faire parce que j'étais beaucoup alitée. Mais au final, c'est ce contraste entre je suis bien en apparence et on débranche la prise et je me retrouve forcée de ne plus faire mon métier que je me suis dit que j'étais pas si bien que ça dans mon métier. Après la maternité, c'est quand même un gros déclencheur, j'ai beaucoup d'invités qui se sont reconvertis, en devenant maman et bah, moi j'ai un bébé qui a 10 mois maintenant, c'est un raz-de-marée d'avoir un bébé parce que c'est vraiment tu te dis, «Qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants? Quel exemple donner? Qui je suis vraiment?» Tu te poses plein de questions, je trouve, que tu te poses pas forcément avant quand tu es dans ton métro boulot dodo, ça te tu tu tu
tu beaucoup plus dans un questionnement de sens de ta vie, de ce que tu veux montrer. Donc, c'est pas que, je trouve, débrancher la prise, c'est aussi... Complètement. Et ça, en fait, devenir maman, moi, au début, je l'ai pas, c'est marrant que tu dis ça comme ça. Je l'ai pas pris comme ça au début. Je me suis pas dit: «Il faut que je sois une bonne mère». Je vais dire quelque chose d'assez dur, mais comme mes grossesses ont été, très éprouvantes, Ouais. en fait, ce que j'ai eu envie en accouchant, c'est de prendre du temps pour moi. Je me suis fait rouler dessus. Là, j'ai vraiment subi. Donc maintenant, c'est mon tour. J'étais pas du tout dans: «Je vais m'investir pour mes enfants, quel monde pour eux». J'étais pas dans cette réflexion-là parce que pour moi, ça avait été tellement douloureux que je me suis dit: «En fait, là, donc je me donne à fond pour mon job. Je me donne à fond pour mettre mes enfants au monde. Là, maintenant, il faut que je me donne à fond sur mon projet à moi parce que sinon, la vie va passer trop vite et du coup, je vais, passer à côté de ce qui est bon pour moi». Tu avais besoin de temps pour toi, quoi. Tu avais besoin de... Ouais. C'était presque plus un réflexe de survie, un réflexe de donner le bon exemple, créer quelque chose de vertueux. C'était assez, pas égoïste, mais presque très centré sur moi. En me disant: «De quoi j'ai besoin moi?» et je vais pas encore une fois, je sais que j'ai besoin de donner du temps à mes enfants, donner du temps à mon employeur, mais si ça ne me plaît fondamentalement pas ou si c'est trop dur pour moi, si ça me prend trop d'énergie, il faut que j'ai une ressource pour, régénérer de l'énergie et cette ressource, ça a été, l'entrepreneuriat, Ouais. aussi bizarre que ça puisse paraître. Après, en fait, moi, je suis d'accord avec toi parce que pour moi, montrer l'exemple, c'est aussi prendre du temps pour soi, en fait. Moi, tu vois, quand je dis ça, c'est pas montrer l'exemple, faire des choses pour l'écologie. Enfin, tu vois, c'est pas que ça. C'est, je sais que moi, par exemple, tu vois, j'ai appris à dire non. J'ai appris, en fait, à faire attention à moi parce que avant, je prenais pas forcément beaucoup de temps pour moi. Je travaillais énormément. Et en fait, de devenir maman, tu es obligée de prendre soin de toi pour ensuite prendre soin de ton bébé. Donc, en fait, ça t'apprend quand même des choses, montrer l'exemple aussi. Quand tu te respectes et tu prends du temps pour toi, finalement, Complètement. c'est aussi montrer à tes enfants, bah, respectez-vous et prenez du temps. N'allez pas au bout de vos limites. Alors ça, Exactement. et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai créé Maison Figura. Au-delà de la mission de Maison Figura qui est de réenchanter le bien-être chez soi, notamment pour les femmes, parce que c'est un vestiaire, féminin. La vie commence à l'intérieur et donc, préservons ce temps qu'on a avec nous-mêmes, préservons ce que les Anglais appellent le me time. Donc je sais que tu as habité à Londres, donc, Mmh. c'est ce moment où soit tu te fais d'elle, soit tu fais du sport, soit tu prends juste un temps pour une lecture, un moment de relaxation et en fait, ces moments-là, il faut les sauvegarder parce que si tu es pas capable de te préserver du temps pour toi et comme tu dis, de te respecter, après tes besoins et ben, forcément, tu as du mal à subvenir aux besoins des autres, en fait, si tu ne subviens Mmh. pas à tes propres besoins. Et donc, alors, du coup, tu as eu donc déjà la petite idée. En plus, j'imagine que tu as eu l'idée de Maison Figura quand tu étais alitée, parce que tu as dû te dire, j'ai envie d'avoir un vestiaire cosy, un intérieur sympa. Oui. C'est là que ça a germé? C'est là que ça a commencé à germer. Donc moi, je suis pas une passionnée de la mode. Je me serais jamais décrite comme ça. Je suis plutôt une passionnée, de recevoir, de se sentir bien, du bien-être au global, mais j'ai jamais été, fashion addict, dans le passé. J'avais quand même envie de créer, d'être architecte d'intérieur. C'était mon métier, tu vois, quand, tu dois faire tes orientations scolaires, là, en troisième, métier architecte d'intérieur et j'avais toujours mis ça sous le tapis parce que, comme je te disais, mes parents me poussaient vers, des études en me disant: «Tu choisiras après» et cetera et en fait, avant même Maison Figura et avant même les grossesses, enfin, c'était, concomitant, mais j'ai été voir quelqu'un, une coach, qui m'a dit: «Mais, racontez-moi un peu ce que vous avez vécu». J'avais besoin de parler, en fait, de cette expérience douloureuse, et elle me dit: «Mais, vous voulez faire quoi quand vous étiez enfant et tout?» Donc là, je lui dis: «Bah, architecte d'intérieur, mais on m'a toujours dit que je le ferais après» et là, elle m'a fait une phrase choc, elle m'a dit: «Mais c'est quand après?» Et là, j'étais là: «Bah, OK, en fait, c'est vrai qu'elle a raison». Mais sauf que quand tu viens de donner naissance à un enfant, tu es très vulnérable. Donc ce Ouais. attrait, finalement, tu vois, il a mis quasiment 4 ans Mmh. à arriver jusqu'à mes oreilles. Mais en fait, la graine était déjà semée, j'avais déjà l'idée de Maison Figura, mais j'osais pas me l'avouer et en fait, la Maison Figura est née quand on était au Portugal. Donc on a fait 6 mois sabbatique après la naissance de notre deuxième garçon et en fait, j'étais pas censée bosser, c'était du sabbatique, mais là, je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire. Faut pas que je retourne travailler en banque, faut que je crée mon entreprise» et là, j'ai détricoté tout ce que j'avais, eu comme idée ou comme pensée pendant ces 4 dernières années et je me suis dit: «C'est Maison Figura, c'est ça». C'est vraiment créer un vestiaire pour les femmes, un vestiaire d'intérieur pour être bien, confortable et élégante en même temps et puis la décoration est arrivée après. Ouais. Ça a été dur, pour toi de t'autoriser à parce qu'on tu vois, c'est un petit peu comme si on mettait tes besoins de côté toujours. On te disait,
tu feras ça après, tu choisiras après, force-toi à rentrer dans la case. Ça a été dur pour toi de te dire, j'ai le droit de faire ce que je veux, après c'est maintenant. Mmh, En fait, il y avait plus d'autres retours en arrière possibles. Je crois que, pendant plus de 10 ans, ça a été dur, pas parce que j'avais l'impression de passer, après, mais plutôt parce que je ne savais pas que c'était possible d'être épanouie, autant épanouie, on va dire. J'avais l'impression que ça faisait partie du jeu, que tu Ouais. devais soit souffrir, tu sais, c'est un peu le souffrir pour être belle, c'est soit souffrir parce qu'en fait ton employeur reconnaît pas vraiment tes qualités à leur juste mesure, soit faire quelque chose qui te plaît mais du coup pas être payé. C'est comme si tu veux dans le triangle de, épanouissement, salaire, reconnaissance de tes qualités, bah, en fait il y avait toujours c'était toujours bancal, c'était vrai et donc je comprenais pas qu'il était possible d'avoir autre chose. Donc finalement, j'ai pas vécu ça comme un renoncement. Je me disais juste: «Bon, bah, je m'en contente». Donc c'était plutôt un contentement en disant: «Bon, bah, en fait, voilà, ça doit être ça la vie active, ça doit être ça la vie, professionnelle». D'adulte. D'adulte, parce que je précise, ma maman étant mère au foyer, elle n'avait pas d'activité professionnelle. Donc en fait, je me disais: «Elle est épanouie, elle prend du temps pour elle, elle est reconnue dans ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire s'occuper de nous, mais elle n'a pas de salaire». Donc en fait, il y avait forcément un pas qui blessait et mon papa s'oubliait dans la mêlée. Tu vois? Aucun work-life balance, enfin, il travaillait à fond, vraiment, je le voyais jamais. Donc je me disais: «Bon, bah, c'est ça. Il est épanoui, il s'éclate, il fait un métier passion, il est bien payé pour ça, mais par contre, on ne le voit jamais. Donc il a pas de temps pour lui». Donc je ne voyais pas comment tout ça pouvait se combiner. J'avais pas de rôle modèle, en fait. Mmh. Et là, maintenant, ce qui a été le plus dur, j'ai envie de te dire, ça a été de me dire que j'étais capable. C'était pas: «Maintenant je prends du temps pour moi». Ça, c'était un réflexe de survie en me disant: «Maintenant j'ai besoin vraiment de faire quelque chose pour moi», ça je l'ai dit. Mais ça a été plutôt de me dire: «Et est-ce que je vais être capable?» Tu vois? À la création de Maison Figura, dans mon journal intime, tous les jours je marquais: «Est-ce que je vais réussir à vendre, un vêtement? Est-ce que quelqu'un va me faire confiance? Est-ce que ça va marcher?» Donc ça, c'était plus dur, de me dire que j'étais capable parce qu'en fait, j'avais déjà fait plein de choses avant, j'avais plein de ressources. C'était dur de me rendre compte de toute cette expérience que j'avais accumulée pendant plus de 10 ans parce que comme c'était pas dans le secteur, Mmh. c'est comme si je repartais de zéro. Alors que peut-être un des messages clés, c'est quand tu fais une reconversion, même si tu n'es pas dans ta zone de confort sur ce que tu es en train de faire, parce que tu ne connais pas le secteur, n'oublie pas tout ce que tu as fait avant. C'est pas une table rase, une reconversion, c'est tu capitalises sur ce que tu as fait avant, quoi. Oui, tu peux réutiliser et puis justement, tu as quand même beaucoup plus de maturité, donc tu as du recul, tu as des contacts, des connaissances. Tu vois, je le voyais pas. Pour moi, c'était je recommence à zéro, je suis sur la ligne de départ d'un business que je connais pas, la mode, la décoration, le made in France, l'entrepreneuriat, ça faisait beaucoup de nouveaux départs. Mmh. Donc je me voyais comme, beginner quoi, enfin débutante. Mais ouais, c'était ça le plus dur en fait, d'accepter que j'avais plein de cordes à mon arc et que j'allais pouvoir les utiliser. Et alors, tu dis que tu avais pas de rôle modèle. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as réussi à avoir, l'équilibre parfait? Alors de plus en plus, alors déjà en s'installant en Bretagne, on a fait un choix très fort, tu vois? C'est pas, entreprendre à Paris, entreprendre à New York, à Londres, c'est vraiment un choix de mettre sa vie personnelle aussi au centre. Parce Mmh. que forcément, la Bretagne n'est pas encore la capitale de la mode. J'y travaille avec d'autres marques, qui sont en local, mais c'est forcément un choix très engagé. Ouais. Comment ça s'est fait ce choix justement? Alors là, comme des bons consultants, avec mon mari, j'ai sorti une matrice, hein, j'ai mis tous les critères et donc on est arrivé à la Bretagne. Tu vois, on voulait, moi j'adore l'eau, donc une vie proche de l'océan, une vie, qui accepte, une ville qui accepte les nouveaux venus, donc avec, tu vois, un territoire d'accueil. Il fallait que ce soit pas le trop loin de Paris, maximum 3 heures, à moins de 2 heures d'une de nos familles. Donc on a la famille de mon mari qui est dans le Finistère, donc ça c'était coché. Une ville cyclable. Enfin voilà, on a mis plein de critères et en fait, Lorient est arrivé comme la ville, on connaissait personne, on avait juste un couple d'amis et je n'avais jamais visité la ville quand on a décidé de s'y installer. Ah ouais? C'est super, super osé, tu vois? «Mais quand tu prête, tu sais». Je me suis dit: «Au pire, on fera marche arrière, Mmh. au pire». Donc tu t'es reconvertie en même temps que tu as déménagé? Oui, oui, oui. Ça comment tu l'as vécu? Parce que justement, j'en parlais avec une autre invitée et je lui disais, c'est pas évident de se reconvertir en même temps qu'on déménage parce que se reconvertir, c'est déjà un peu, bah, changer tous ses repères. Déménager, tu as plus de repères non plus. Donc c'est vraiment, table rase. Bon, moi, c'est la même chose, j'ai fait la même chose parce que je me suis reconvertie quand j'ai déménagé à Londres. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire les 2 en même temps. Comment tu l'as vécu toi?
Écoute, en apparence bien, en fait mal. En fait, j'étais, comme toi, hein, perdue, enfin aucun repère. Mais si tu veux, ça me semblait, tu sais, à l'échelle du projet de reconversion, quand tu dis tu te reconvertis, donc moi je suis passée quand même de la banque à la mode, hein, donc je pense que le grand écart, il est total. Du salariat à l'entrepreneuriat, de la Suisse au Portugal à la France. Donc en fait, il y avait tout qui changeait. C'était vraiment tout, 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 tout. En plus, avec 2 enfants en bas âge, on est arrivé en Bretagne. Marin, il avait 1 an. Enfin, bref, c'est nimp, tu vois. Enfin, un enfant ou petit qui est même pas encore scolarisé. Enfin, voilà. Donc, en gros, à l'échelle du projet, ça me semblait marginal, le déménagement. Tu vois, je me disais, je fais déjà tellement un changement de vie qu'en fait, c'est rien de plus. En fait, c'était énorme. J'ai mis, je pense, en toute franchise, au moins 3 ans à m'en remettre. Parce que j'étais en burn-out parental, c'était trop dur de gérer les enfants, j'avais beaucoup d'incertitudes sur ma boîte, finalement te recréer un cercle amical, professionnel, c'est beaucoup d'énergie aussi. Donc j'étais, tu sais, j'avais les épaules dures comme du bois, je me faisais masser toutes les semaines, j'en pouvais plus. Enfin, vraiment, tu sais, j'allais chez l'ostéo tout le temps. En fait, je voyais pas, mais il se passait quelque chose. Mon corps me parlait en disant: «C'est trop, quoi, c'est trop». Mais sur le moment, tu m'aurais dit: «Ça va?» Je dis: «Ouais, ouais, ça va, nickel, je vis enfin la vie que j'ai envie de vivre» Ouais. et en plus, j'étais en postpartum. Mmh. Donc c'est un peu beaucoup, si je peux donner un conseil, comme ça. Ouais, avec le recul, ouais. Même quand on a beaucoup d'énergie, même quand on vit sa meilleure vie et qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire, cadencer, séquencer les changements, c'est pas mal, quand Mmh. même, avec du recul. Et alors comment t'as lancé, Maison Figura justement? Quelles ont été les étapes? Parce que donc là, tu es au Portugal, tu te dis: «Je veux lancer ce projet», ça commence à se dessiner. Tu décides de déménager en Bretagne Oui. et qu'est-ce que tu fais concrètement, parce que du coup, à ce moment-là, tu as pas le chômage? Alors si j'avais en fait, un reliquat de chômage, parce que du coup j'avais posé ma démission, mais tu sais en Suisse c'est un peu différent qu'en France. Donc même quand tu poses ta démission, tu as un petit peu de chômage. Mmh. Donc j'avais un reliquat, mais j'avais un faible matelas. Après j'avais quelques économies de côté. Donc la première chose que je fais, c'est demander de l'aide. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas faire. J'ai des études d'entrepreneuriat à mon actif, donc je sais comment on crée une boîte d'un point de vue administratif, mais je ne sais pas la mode, les fournisseurs et cetera. Donc je fais beaucoup de salons, tu vois? Le salon du Made in France, je me renseigne, je rencontre, Façon de faire, qui est une organisation qui met en relation des ateliers de confection, textile français et des créateurs de projets et donc je paye un accompagnement. Vraiment, je me fais, aider. Je me fais aider aussi par une styliste, je me fais aider par quelqu'un pour créer, mon identité visuelle. En fait, je me suis dit: «Je sais que je ne sais pas, donc autant, pas mettre que, entre guillemets, de l'énergie, enfin, autant mettre que de l'énergie, pardon, sur la création de ma collection et pour tout le reste, avoir, des soutiens». Donc, je lève de l'argent auprès de ma banque, enfin, auprès de 2 banques. Je me fais entourer, je paye du conseil, des aides pour trouver mes fournisseurs et cetera et pendant 1 an, donc je fais pas mal d'études de marché, je regarde ce que fait la concurrence, je me fais mon opinion aussi sur ce que j'ai envie de faire moi et au bout d'1 an, je sors ma première collection et je décide de la faire en précommande. Mmh. Toujours pareil, j'avais des chocottes que ça marche pas, je me disais: «Au pire, si personne n'achète, j'ai pas 300 pièces en stock dans mon garage», tu vois? Au Ouais. pire, c'est rien. Oui, oui, tu te visualises avec tous tes cartons, tu as toujours cette image, T'imagines, ouais. tu d'écouler un stock. En plus, dans la mode, il y a quand même beaucoup de enfin, en tout cas, la saisonnalité, il y a une désirabilité. Donc, je me suis dit: «Si jamais c'est un fiasco, au pire, j'aurais rien lancé comme Ouais. production». Tu avais Donc, levé combien d'argent du coup à peu près? j'ai levé 30 000 € auprès d'une banque et 40 000 auprès d'une autre. Donc Ah 70 ouais. 000. Là, c'est quand même, faut y aller, hein, quand même pour avoir tu ton bébé qui a 1 an là, tu dis, tu déménages en Bretagne, je comprends que tu avais les épaules, les ép c'est quand même, tu t'es mis quand même une sacrée pression, hein? Oui et j'aurais pu lever plus, et tu vois, ce que je peux recommander, c'est vraiment de lever le plus tôt possible sur business plan. Là, en l'occurrence, moi, j'ai fait une levée de fonds non dilutive, c'est-à-dire que les banques n'ont pas pris de part dans Maison Figura, c'est vraiment juste un emprunt bancaire. C'est des gens qui font des levées de fonds. Donc moi, j'ai pas fait ça. J'ai préféré être plutôt redevable à la banque et faire un prêt. Maintenant, c'est plus facile de lever de l'argent sur un business plan que de lever de l'argent une fois que tu es en activité. Mmh. Faut lever. Si je m'écoutais aujourd'hui, je lèverais 2 fois plus. Ah ouais, tu aurais levé 2 fois plus dès le Ouais, début, quoi? ouais. Ah oui et Parce qu'en fait, et finalement, c'est une bonne chose parce que finalement, tu ne sais plus, tu ne sais qu'après, mais il faut prendre l'argent le plus vite possible. Comme ça, tu peux le dépenser au fur et à mesure. Parce qu'en fait, une fois que tu es en activité, si quelque chose ne se passe pas bien,
par exemple, tu ne réagis pas par rapport à ton prévisionnel, c'est pas tout à fait ce que tu avais prévu, la banque, elle te demande des comptes et elle te dit: «Bah, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites pas autant que vous avez prévu». Alors que tu vois, entre-temps, il s'est passé la guerre en Ukraine, Mmh. l'inflation, la guerre, là, au Moyen-Orient, enfin, c'est compliqué. La vie est compliquée. Donc, vaut mieux à un instant T, quand, tu présentes un plan d'affaires, lever de l'argent, plutôt que de compter sur ce qui va se passer, sachant que c'est une grosse inconnue. Et même toi, à ton état, tu vois, j'aurais pu moi, faire un burn-out, enfin, il peut se passer plein de choses. Donc vaut mieux avoir le maximum de provisions de côté, je Mmh. trouve, quand tu lances et plutôt, voilà, prendre prendre vaut mieux, enfin, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, tu vois? Ouais. Après, j'avais entendu comme conseil que, d'un côté, plus tu en as, plus tu dépenses. Donc, Ah, moins complètement. tu empruntes, bah, plus tu vas faire attention et mieux c'est finalement. Oui, oui, oui. Je pense que c'est un travers qu'on peut avoir de pas oser emprunter. Donc moi, le message, c'est oser emprunter le plus tôt possible Mmh. et si possible avant d'en avoir besoin. Après, c'est clair que ça dépend de ton profil. Si tu es plutôt gestionnaire ou si tu es plutôt créa comme moi. Je suis pas une grande gestionnaire. Donc là, je suis contente de l'avoir fait en 2 fois. Là, tu vois, je réemprunte. Mais je sais maintenant, j'ai appris. Mais c'est sûr que si tu as tendance à tout claquer, les premiers mois, c'est pas fait pour toi. Moi, j'ai quand même, finalement un mal pour un bien. J'ai travaillé en banque, j'ai travaillé dans de la gestion de projet, je dépensais des budgets, plutôt des budgets de temps de consultant, mais globalement, je sais comment gérer. Mais c'est pas mon point fort non plus, tu vois? Donc au final, c'est sûr que si on a un profil très, très créa et que l'argent, brûle dans les doigts, il vaut mieux, en fait, avoir un mécanisme où tu lèves de l'argent, mais tu es payé sur facture, par exemple. Ou alors tu as, des clauses, pour étaler la dépense, pas tout, claquer en 6 mois, quoi. Ça t'a aidé justement pour emprunter ton expérience d'avant? Parce qu'on disait, que toute notre expérience d'avant pouvait nous servir. J'imagine que ton profil a rassuré les banques? Bien sûr, bien sûr. En fait, je me suis rendu compte que, alors, c'est à double tranchant ce que je vais dire. En fait, les banques, elles misent sur ta tête, hein, mais même quand tu lèves des fonds. Elles misent pas vraiment sur ton expérience du secteur, sinon j'aurais jamais rien levé puisque je connaissais rien. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu lèves de l'argent, il faut être capable de démontrer que tu as un plan. Même si ce plan, il est amené à évoluer. Il faut montrer que tu as du rebond, tu as de l'allant, que tu sais que si jamais ça se passe pas selon le plan, tu vas biturquer, tu vas ce qu'on appelle pivoter dans le jargon, et en fait, que tu as envie, que tu as la tête bien faite, que tu es équilibré émotionnellement, que tu as envie d'aller de l'avant, que tu as de l'énergie et que tu crois en ton projet. Mais on sait tous, c'est un mensonge de croire que l'univers est fiable, prévisible, que tout va se passer comme, à un instant T quand tu pitches devant ta banque. Donc ta banque, en fait, elle te fait confiance à toi, en disant: «Elle va Mmh. pas faire n'importe quoi». Et c'est ce qui se Ouais. passe avec moi, les banques me font confiance, donc forcément ce qui joue dans la balance, c'est elle a fait autre chose avant, donc elle a plein de cordes à son arc, donc c'est sûr que ça aide quand tu te reconvertis. Elle s'est présentée, donc c'est aussi les capacités de présentation, tu vois? La clarté de ton élocution, la clarté de ton projet, mais aussi elle a un plan. Mmh. Elle a un plan, après on verra ce qu'il advient, mais au moins elle a un plan. Mmh. Donc forcément, moi, c'était mon métier de faire des plans. Je faisais des plans projets, je faisais des stratégies pour les clients, donc j'avais l'habitude de faire ça. Le côté prospectif, tu vois, se projeter dans l'avenir ne me fait pas du tout peur parce que, j'ai une capacité d'abstraction, une capacité de vision, même pour des choses que je ne connais pas, qui est très forte. Donc ça m'a aidée. Mais il faut savoir bien le poser sur papier et bien maîtriser le langage des banques. Donc bon, ça, on peut se faire aider aussi, hein. Il y a plein de structures qui t'accompagnent pour formaliser un business plan et tout, quoi. Et alors comment s'est passé, le lancement de ta première collection? Donc tu dis que tu avais fait des précommandes. Donc là Oui. tu mets en ligne. Et Qu'est-ce là qui se passe? là, ça prend bien. Heureusement, ça prend bien. Ça prend bien, tu vois? On fait plus de 21 000 € sur, la première précommande, ce qui est assez inédit, hein. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Du vêtement d'intérieur made in France, surtout que la propension à payer, moi, j'avais fait des questionnaires pour, les personnes qui pensaient acheter mes vêtements et elles pensaient, payer 2 fois moins que ce qu'elles ont acheté. Donc, parce qu'en fait, les tenues d'intérieur, c'est des tenues que tu montres pas, sauf à ta famille. Donc en fait, les gens étaient là: «Bon allez, moi je vais mettre 100 € maximum pour un haut plus un bas». En fait, le panier moyen chez Maison Figura, c'est plutôt 250 €. Alors c'est des très belles pièces, mais finalement, elles ont dépensé plus que ce qu'elles avaient prévu et en plus elles ont racheté. Donc c'est vrai que ça s'est très bien passé pour ça. Après ce qui a été plus dur, ça a été l'après, si tu veux. C'est comme je pense quand tu te fixes un objectif, tu vas aller aux Jeux olympiques. Tu as les Jeux olympiques et après quoi? Après la traversée du désert, après la réalité de la gestion d'une entreprise. Parce
que créer une collection, c'est pas gérer une entreprise. Moi, pendant 1 an, j'ai mis en place plein de fondamentaux pour l'entreprise, mais j'ai surtout été très concentrée sur la création de l'entreprise, la création de la première collection. Mais créer, c'est galvanisant, en tout cas pour ma personnalité. Gérer, ça l'est beaucoup moins. Donc après, j'ai eu une espèce de retomber dans la réalité et faire les factures et gérer les fournisseurs et faire la compta et j'étais mais déprimée. Et en plus, les gens, une fois qu'il y a eu le momentum du lancement, ils pensent que c'est bon. La boîte tourne, ils ont plus besoin de toi, tu as plus besoin d'eux, alors qu'en fait, tu as quand même besoin d'être soutenu, quoi. Tu vois, cette espèce d'union sacrée qui monte Ton en présence. entourage, ouais. Bah ouais, ton entourage, tes amis et puis les clients, ils viennent pas tout seuls sur son site internet, hein, il faut les faire venir. Donc j'ai eu quand même, une bonne année quand même difficile où je me suis dit: «Ah, c'est ça le quotidien d'être entrepreneur? Mmh. C'est ça ma vie maintenant?» Oui, un peu comme un postpartum, en fait. Ouais, hein, une Tu as eu espèce de la grossesse, l'accouchement et puis après, ça. ouais, Ouais, de c'est ça ma vie, quoi. ouais. Qu'est-ce que tu as préféré alors? C'est quoi les dessins, les shootings, Alors et ouais, alors les shootings, ça permet de donner vie au modèle. Donc ça, c'est très émouvant. Alors pour la deuxième petite anecdote, dans mon journal intime de création, je me disais: «Est-ce que quelqu'un va accepter de porter mes vêtements pour faire un shooting?» Tu imagines? J'étais à ce stade-là. Même si je payais les mannequins, j'avais peur qu'elles disent: «Mais tu es qui toi? Pourquoi je shooterais pour toi?» J'avais vraiment peur. J'avais ouais, tu vraiment avais peur. vraiment syndrome de l'imposteur, quoi. Non, mais énorme, énorme. Et du coup, c'est touchant parce que, moi, ce qui m'a le plus plu dans cette création et ce qui me plaît toujours autant, c'est donner vie à des collections. Alors là, j'en sors un peu moins fréquemment. Enfin, au démarrage, c'était assez, voilà, j'ai eu l'impression d'être dans un tourbillon créatif. Là, maintenant, je suis plutôt dans un mode où je commercialise. Je mets plutôt l'accent sur la commercialisation que sur la création. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la création. J'aime beaucoup ça. J'adore les shootings, j'adore la direction artistique, j'adore les mood boards. Enfin, je pourrais passer la vie sur Pinterest à faire des mood boards, et échanger avec les clientes. Ça, c'est ce que j'adore. Le lien, enfin, tu vois, comme au dîner qu'on a fait à Brest, les histoires de vie, à comprendre comment elles portent les vêtements, ce qu'elles en font, ce qu'elles aiment. En fait, c'est vraiment, c'est plus de la relation client, quoi. Mmh, C'est, la création, la relation client, la direction mmh. artistique et voilà, les aspects très créa. Donc tu fais des produits, donc on l'a dit, hein, vêtements Oui, et décoration d'intérieur, si on peut dire pour, la maison c'est et ça. ce que je trouve super intéressant, c'est que tu as une ligne aussi pour les spas, hôtels. Oui. Comment ça s'est fait? J'imagine que c'était pas directement, tu as eu l'idée ensuite? C'est ça, c'est ça. En fait, c'est toujours l'entrepreneuriat, tu as toujours plein de belles aventures et parfois il y a des fils qu'il faut savoir, tirer, des chemins qu'il faut savoir emprunter. Donc moi, quand j'ai créé Maison Figura, c'était que de la mode. Mode, vestiaire d'intérieur, ce qu'on appelle homeware. Ensuite, très vite, mes clientes m'ont dit: «Ce serait super sympa que tu fasses, des plaids, des ponchos, des choses pour se tenir chaud et cetera». Donc j'ai dit: «Je vais faire des plaids». Ensuite sont arrivés les coussins pour avoir, une correspondance plaid-coussin et les affiches que je fais moi parce que j'adore, créer, dessiner et voilà. Et ensuite donc j'avais ça, mais je commercialisais que auprès des particuliers et j'ai une cliente que je remercie qui s'appelle Anne, qui est, architecte d'intérieur de formation, hein, et même, de métier et qui m'a dit: «Écoute, je vais t'acheter des produits, j'adore» et là, elle me dit: «Tu ferais pas pour, un hôtel que je suis en train de rénover?» Je dis: «Bah oui, en fait, bien sûr que c'est possible». En fait, elle me dit: «Mais je veux pas tes collections sur stock, je veux une collection sur mesure pour cet hôtel». Je dis: «Bah, si tu veux» et alors là, c'était le graal. J'ai Ouais, projet découvert de rêve. mes projets de rêve parce qu'en fait, moi qui adore créer, tu es pas dans une création où tu dis: «Peut-être qu'un jour quelqu'un va m'acheter». C'est comme un artiste à qui on fait une commission de tableau ou Mmh. d'œuvre. En fait, tu crées à la demande. On te dit: «J'ai ça comme idée, crée pour moi». Donc tu as liberté d'exécution, de moyens, de design et cetera. On te mandate pour créer quelque chose, en plus en grande quantité, puisque là, en l'occurrence, c'est 80 coussins pour cet hôtel. Donc c'est génial pour moi. Et donc, petit à petit, je me suis dit: «Syndrome de l'imposteur, énorme», parce que moi, j'ai aucune compétence, en design. Enfin, tu vois, j'ai pas fait de design, j'ai pas fait l'école Boulle, enfin, j'ai pas fait archi d'intérieur. Mais que cette cliente-là me fasse confiance pour créer ce projet sur mesure, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est une ligne de business». Et du coup, j'ai été démarcher d'autres hôtels et donc là, j'ai même une institution culturelle avec laquelle je vais collaborer. Là, j'ai des hôtels qui ont pris mes collections sur stock, des hôtels qui considèrent, de prendre, comme cet hôtel en Bretagne, des collections sur mesure et cetera. Donc c'est encore, le démarrage. J'ai lancé ça que l'année dernière, mais c'est génial pour moi. Enfin, c'est vraiment une évidence quoi, presque. Comment ça s'organise alors au niveau de ton chiffre d'affaires maintenant entre les hôtels et les particuliers?
Alors, les hôtels, ça reste encore marginal. Pourquoi? Parce que comme j'ai lancé l'année dernière, pour l'instant, c'est que des acomptes. Tu sais, les projets d'hôtels, c'est des rénovations, tu as pour 12 et 18 mois de chantier. Donc, en fait, ils te font des acomptes, mais c'est pas du tout la production. Donc là, j'ai 3 projets qui rentrent en production cette année. Donc, on va dire que sur 2025, c'était marginal, moins de 10 du chiffre d'affaires. Et là, je pense que ça va prendre un poids un peu plus considérable. Je vise à peu près 60 40 donc, Ah ouais. voilà, 60 pour le particulier, 40 pour l'entreprise. Et après, voilà, ça va progressivement, se rebasculer, mais l'idée, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est super intéressant parce que on a eu pas mal comme ça d'invités. Enfin, je trouve qu'en tout cas, quand on se reconvertit, on n'a pas forcément idée de ce qui va marcher. Déjà, on n'a pas forcément l'idée dès le départ. Tu vois, cette idée-là, tu n'aurais jamais pu l'avoir dès le départ. Et puis Complètement. ensuite, tu avances un petit peu en faisant. Et puis en fait, ce qui marche, c'est pas forcément ce que tu penses. Oui. Et je trouve que c'est super intéressant parce que, par exemple, on a eu aussi une fondatrice d'une marque de carnets. Elle adorait les carnets. Oui. Et finalement, elle, ce qui fonctionne bien, c'est les expériences. Elle fait des dîners où tu achètes ton Mmh. carnet, tu rencontres quelqu'un. Et en fait, bah, forcément, c'est une grosse part de son chiffre Oui. d'affaires parce qu'un carnet, tu vois, ça vaut pas très cher, alors que l'expérience, tu vas l'acheter beaucoup plus cher. Et je trouve que c'est super intéressant de voir en fait ce qu'on peut faire autour d'une marque, tu vois, en fait, Oui. et ce Et qui va finalement te faire vivre, en fait. c'est ça. Et en fait, tu vois, moi, je me suis, pour revenir à cette passion sur, l'architecture d'intérieur, parce que je t'ai bien dit, je ne suis pas passionnée de mode à la base. Je me suis inscrite à des études d'architecte d'intérieur, donc je suis en train de les faire. Et je trouve que la vérité, elle est dans l'action. Plutôt que d'avoir des fantasmes, notamment, bah, de reconversion, de projets qui pourraient, nous botter, il faut le faire pour savoir si ça nous plaît vraiment. Et en fait, c'est en faisant que je me suis rendu compte que, oui, l'architecture d'intérieur, j'aimais bien parce que ça me nourrit, ça me donne aussi une clé de lecture par rapport à mes clients. Tu vois, quand j'ai des clients architectes d'intérieur, notamment dans les hôtels, bien sûr que c'est pratique de connaître leur métier. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'exercer en tant qu'architecte d'intérieur? Pas. La réponse est non. Je me suis rendu compte que je préférais largement être dans la posture de créatrice de mode et de décoration plutôt que d'être architecte d'intérieur. Après, ça empêche pas d'avoir une brique de service qui vient se rajouter, et cetera, mais peut-être plutôt dans les expériences, comme on l'a fait. Des dîners, des moments de partage, mais pas du tout, forcément accompagné de A à Z sur la rénovation d'un chantier ou un chantier. Donc ça, je trouve que la vérité, elle est dans l'action. Donc quand on a des idées, il faut les mettre, il faut les confronter au réel pour savoir si ça nous plaît vraiment. Et après, le deuxième point que j'ai retenu, moi, c'est que quand j'ai créé Maison Figura, j'ai tout de suite su, je voulais l'appeler Maison Figura. Tu vois, pas Caroline Buisson, tu sais, comme dans la mode, on m'a dit, mais dans la mode, tu peux appeler ta marque comme marque éponyme, etc. Et en fait, je crois qu'au fond de moi, c'est pas que ça aurait pas été juste de faire ça, c'est juste qu'au fond de moi, je savais que j'avais pas envie de faire une marque de mode. J'avais envie de faire autre chose qu'une marque de mode. Et donc, en fait, que c'était un prétexte pour créer quelque chose. Et donc, il fallait que cet objet soit suffisamment large pour que derrière, je puisse y mettre plein de choses. De la mode, de la déco, enfin, du produit, du service, du B2B, du B2C. Donc, en fait, je voulais pas trop le connoter, ce nom de marque, parce que je sentais que ça allait être une ombrelle qui allait me permettre de créer pendant, je sais pas, 10, 15, 20, 25 ans, peut-être toute ma vie. Et en fait, au fur et à mesure, faire des micro-pivots, des ajouts de tu vois, j'exclus pas peut-être à terme de faire des collabs en papeterie. Moi, j'adore écrire. Tu vois, ça peut être aussi de l'art de la table. Il y a plein de choses possibles. Et donc quand on se reconvertit, c'est aussi de se dire ce qui est rassurant, c'est: «Je suis en train de faire quelque chose qui est une plateforme pour l'après et non pas forcément quelque chose qui va venir t'enfermer». Enfin moi, en tout cas, ça me rassurait. Tu voulais que ta créativité, elle puisse vivre, en fait. C'est ça, c'est ça. Mmh. Ce que j'avais pas le luxe de faire avant. Ouais. Et alors, il y a beaucoup de marques françaises qui ferment en ce moment, hein, on le voit sur Instagram. Comment tu le vis, toi, ça? Ça t'inquiète? Parce que toi, tu es aussi, made in France en série limitée. Est-ce que toi, tu arrives à en vivre? Et puis, comment tu vis toutes ces marques qui ferment? Alors, oui, donc l'avenir est jamais gravé dans le marbre, donc tu vois, là, je te parle à un instant T. Oui, donc la marque est profitable. Pour, le deuxième exercice, là, on a fait un exercice bénéficiaire, ce qui est un très bon signal. Donc tu sais, on reverse 10 de nos bénéfices à la Fondation des femmes, donc j'ai fait mon premier versement. C'était très émouvant, tu vois, de me dire aussi qu'au bout de 2 exercices, c'était bénéficiaire, ce qui est pas facile dans le contexte. Donc forcément, c'est un signal positif. Je me paye depuis, décembre, 2025, donc ça aussi, c'est positif. Maintenant, ça veut pas dire les performances passées ne préjugent pas, des performances futures, comme on dit dans le domaine financier. C'est pas parce que j'ai été positif, cette année que forcément ce sera tout rose après. Donc je suis très prudente. Moi, j'ai pas d'anxiété par rapport, aux marques, qui sont en train de fermer parce que, il y a plusieurs facteurs. Chaque histoire est unique de marque.
Déjà, moi, je suis une marque, on s'est créé Maison Figura post-Covid. Mmh. Donc c'est un changement de paradigme. On n'a pas, tout cet historique avec, des structures de coûts très lourdes, plein de, des modèles qui, en fait, sont en train d'être réinventés. Tu vois? Le modèle du retail, par exemple, est en train de changer. Donc moi, j'ai pas de présence en retail, très peu. Enfin, il y a une Mmh. boutique qui le revend, mais j'ai pas tout misé là-dessus. Voilà, déjà changement de paradigme, des coûts beau une structure de coûts beaucoup plus légère. Forcément, moi, aujourd'hui, je suis toute seule sur Maison Figura et je travaille avec des freelances. Je suis pas dans un mode de salariat avec des charges lourdes, fixes. Je travaille depuis la maison. Moi, j'ai mon studio qui est que tu vois ici et du coup, je suis, très, très légère. Donc Tu peux t'adapter ouais, quoi, ouais, m'adapter. Voilà, donc ouais. beaucoup de rebonds, beaucoup de résilience, ce qui est à la fois une force et une faiblesse. J'aimerais bien qu'on soit plus nombreux, j'aimerais bien que ce soit plus structuré, mais en même temps, par les temps qui courent, c'est bien d'être assez léger. D'autre part, j'ai créé de la résilience dans le modèle, donc tu vois, on fait du B2C, donc du particulier, on fait du professionnel, du produit et aussi un petit peu de service et en fait, moi, comment je vois l'avenir, c'est, m'appuyer sur des modèles qui sont volontairement un peu différents de ce qui se fait. Parce qu'en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tout le monde est en difficulté, tout le monde va commencer à mettre en place des budgets publicitaires, tout le monde veut attirer, et crier plus fort pour attirer du monde sur son site. Donc moi, j'ai dit: «Le site internet, c'est pas mon vecteur principal d'acquisition, j'arriverai pas à crier plus fort que tout le monde, j'arriverai pas à payer plus cher que tout le monde. Donc je vais plutôt faire du offline, donc des événements physiques, comme on a fait. Moi, j'ai, plutôt un modèle de distribution assez direct, donc c'est de la vente directe. Donc là, par exemple, tu vois, on cherche 6 vendeuses pour nous accompagner, pour rejoindre, notre programme de vente directe. C'est un peu des ventes Tupperware, chic. Mmh. Vraiment, c'est un modèle très différent de ce qui se fait par ailleurs, pour les marques de mode, en tout cas qui sont en difficulté. Et puis ensuite, du B2B. Donc ça me donne quand même une forme de résilience. Donc si tu combines, encore une fois, je touche du bois, une structure assez légère en coût, qui s'est lancé post-Covid, donc post, changement de paradigme avec le retail et cetera, plus, une assise en B2C, donc avec des particuliers sur un modèle de vente directe, sans intermédiaire physique, plus du B2B, ça fait quand même pas mal, d'éléments qui font que tu es, on va dire, plus serein. Mmh. Maintenant, j'ai pas la boule de cristal, Mmh. mais en tout cas, je me parasite pas dans ma réflexion en me disant: «Les autres font». En fait, je me suis dit tout de suite: «Je vais faire différemment» et puis, bah, ce sera soit ma planche de salut, soit je vais me planter, mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que ça me porte plutôt dans la bonne direction. Oui, ça fonctionne bien. En tout cas, c'est la bonne façon de faire. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Un conseil qu'on t'aurait donné, peu importe sur le sujet, la reconversion, l'entrepreneuriat et que tu aurais envie de partager aux auditeurs? Moi, je dirais, de faire, vraiment à sa manière, parce que quand on se reconvertit, on va avoir beaucoup de conseils, sollicités ou non, de gens qui vont nous dire: «Faut faire A, B, C, D, il faut écouter des podcasts, faut écouter des méthodes» et cetera et en fait, au fond de nous, on sait. On sait ce qui est juste. Pas ce qui est juste dans l'absolu par rapport à ce qui se fait de mieux sur le marché, mais ce qui est juste pour nous. Que ce soit le rythme de travail, que ce soit le positionnement, prix et cetera, que ce soit la manière de gérer les choses. Je pense que pour avoir de l'endurance dans ce marathon qu'est l'entrepreneuriat, il faut faire des choses qui nous correspondent et faire à notre manière. Heu, Donc oui, prendre des conseils, mais savoir distinguer ce qui est juste pour nous et je dirais même quand il y a un doute, il y a pas de doute. Si on sent qu'on s'éloigne trop, ça peut pas à terme, mmh, être, le bon modèle. mmh et alors on n'a pas trop parlé, mais comment réagit ton entourage à ta reconversion, ton mari et ta famille? Alors mes enfants, ils ont un peu subi, je crois, les premières années. Ils disaient: «Maman, tu es là, mais tu es pas là». Alors bon, ça peut gérer la culpabilité maternelle. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai trouvé un équilibre et j'en suis contente. Mon mari, très content pour moi parce que ça nous a amené la flexibilité au niveau géographique aussi, hein, de pouvoir s'installer en Bretagne. Donc très content aussi que j'ai vraiment la liberté de créer et cetera. Mes parents, au début, ont pas très bien réagi. Ils étaient Mmh. inquiets. Mon entourage proche aussi. Quelle idée, entrepreneuriat, dans la mode, made in France, depuis la Bretagne, ça faisait quand même beaucoup de choses. On m'a dit: «Tu vas, tu sais, face nord là, c'est vraiment, l'ascension, de l'Everest en claquettes». Donc ouais, vraiment tout le monde, me disait: «Mais tu as choisi vraiment la chose la plus compliquée pour toi», enfin en tout cas la plus compliquée possible. Après, maintenant ils sont très contents pour moi, ils voient que ça fonctionne. Et j'ai envie de les dire, les gens de mon entourage un peu plus lointain, je pense, étaient surpris. Parce que comme je m'étais suradaptée pendant des années, ils comprenaient pas pourquoi, du coup,
Je me craquais à créer une marque de mode. Enfin, ils étaient là, mais Ouais. c'est pas la Qu'est-ce qui lui prend, quoi? et qu'est-ce qui lui prend? Quelle mouche la pique? En fait, ça paraissait, tu sais, le craquage, quoi. Le craquage. Le craquage qui n'aurait pas d'avenir, le craquage un peu spontané qui allait s'essouffler au bout de quelques mois. Donc je crois beaucoup de surprises. Mmh. Pas de jugement, mais un peu en disant: «Mais on la connaissait pas sous ce jour-là» et ça, c'est OK. Toutes les personnes qui se reconvertissent, il y a forcément une façade que vous allez donner à l'extérieur. Puis quand vous allez enfin vivre à découvert, les gens vont être un peu étonnés parce que vous avez pas montré forcément cette facette-là pendant des années, quoi. Ouais, oui, puis c'est le temps qui va prouver finalement. C'est ça. Le temps va leur prouver que Allez, tu avais raison de changer. Ouais, c'est ça et ça donne envie aussi, ça donne envie. Je trouve ouais. que c'est important de donner envie, même s'il y a plein de challenges, mais de donner envie de dire que c'est possible. Un grand merci Caroline, donc je mettrai, tous tes liens pour les auditeurs. Merci beaucoup, pour, tout ce que tu as partagé, c'était super inspirant. Merci à toi de m'avoir posé toutes ces questions, si bien posées. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.